RCN. Le son de la différence. Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma avec comme introduction la bande-annonce de 20 000 jours sur Terre, film sorti en 2014, donc réalisé par Ian Forsyth et Jen Pollard, qui revient notamment donc sur une partie de la vie, 24 heures sur la vie de Nick Cave, et c'est une parfaite introduction pour présenter cette émission, car on va parler donc de Nick Cave au cinéma, et bien évidemment de beaucoup de choses, parce que c'est pas seulement sa présence physique, également son travail, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est que c'est un auteur, il fait beaucoup de choses et aussi forcément de la musique. Et avec moi j'ai Sébastien, comment tu vas ? Très bien, pour une émission pas du tout subjective, absolument pas. On va être le plus objectif possible. Ouais, disons que de la bande, Bien en fait, sûr. j'ai pris le fan numéro 1 de Nick Cave pour parler de cette émission. En même temps, je crois pas qu'il y ait de fan numéro 2, donc... Non, si, c'est moi aussi. Oui, aussi toi. Oui, et un le troisième, non, c'est toi encore. Ouais, non, c'est moi. Ouais. Après, il y a peut-être Jérôme qui connaît vaguement, tu vois. Très vaguement. Très vaguement. Qui va à ses concerts en étant lassé maintenant. On voilà. salue les Jérômes. On salue tous les Jérômes, merci. Alors donc on va revenir donc sur donc ce grand personnage qu'est Nick Cave, pas seulement par la taille, aussi quand même un peu par le talent, disons le truc clairement, Oui. quand même. Oui. Donc qui est né donc le 22 septembre 1957. J'ai un peu de mal toujours du nom de sa ville parce que c'est Warracknabeal en Australie. Oui, voilà. Voilà. C'était dans le... Comment ça s'appelle C'est le fin fond de l'Australie. Il vient d'un monde rural, donc de toute manière. Donc il est issu d'un milieu totalement rural. Il a grandi dans un environnement quand même littéraire, parce que son père donc était prof d'anglais et prof de littérature, mais sa mère était aussi également bibliothécaire. Donc forcément, il a grandi avec les livres, et ça a développé forcément sa passion pour l'écriture. Ah, tout à fait. Et pour quelque part les obsessions qu'il aura plus tard, parce que pour revenir sur 20 000 jours sur Terre, on a cette anecdote dans laquelle il est revenu pas mal de fois de son père qui lui a lu, étant petit, le premier chapitre de Lolita de Nabokov. Oui. Pour ceux qui l'ont lu, tout le monde se souvient de l'incipit fabuleux de ce livre, où déjà le héros commence à parler de l'amour et l'obsession qu'il a eu pour une jeune fille tout à fait mineure, dans le livre. Et donc voilà, ça a déjà été un premier grand choc. Alors choc déjà pour ce que ça racontait, mais surtout lui en parle comme un choc littéraire, quoi, par la grammaire et le pouvoir des mots. Ouais. Alors c'est assez paradoxal, parce qu'en fait ses parents qui étaient de fervents anglicans lui ont quand même inculqué une éducation très religieuse, qui le marquera d'ailleurs, comme beaucoup de références sacrées dans ses écrits, notamment il fait du chœur de garçon de la cathédrale d'ailleurs à Wangaratta, et donc elle va suivre ses écoles là-bas, et c'est vrai que tout montre que d'ailleurs dans ses écrits, dans ses chansons, il y a toujours une portée très religieuse Complètement, on ne compte pas le nombre de Jésus dans ses chansons à Nick Cave. Non, c'est toujours de près ou de loin, il y a toujours des aspects religieux. Après, lui se considère pas comme un fervent catholique du tout, d'ailleurs plutôt athée, d'ailleurs. Oui. Mais en tout cas, c'est des thématiques qui reviennent beaucoup dans sa discographie, et même dans ses écrits, puisqu'il a écrit des scénarios, on le dira, il a écrit aussi 2 livres, dont un est L'âne Vilange, qui est vraiment un livre avec une histoire de sectaire, quoi, de communauté, c'est ça. Très religieuse, et, où lui il a écrit l'histoire d'un héros qui est bossu et mal formé, et qui va évoluer, je vais pas trop en dire pour ceux qui veulent le lire, mais évoluer dans ce milieu-là. Bon, bref, il y a toujours cette question de la religion, et qui est beaucoup comment je dirais, ce qui revient très souvent, même quand il parle pas directement de la Bible et de son contenu, quelque chose qui soit beaucoup qui est fervent, quoi, qui est je retrouve pas le mot, mais qui dans la religion, tu sais, quand tu es complètement passionné par une chose. J'ai oublié le terme, mais je vois ce que tu veux dire. La passion, on peut redire, sur ce mot-là. Une certaine passion, mais c'est vrai qu'il a jamais... On va dire, il a toujours une pensée très athéiste, de toute manière, mais il a jamais rejeté en fait cette culture très religieuse. Il a même d'ailleurs souvent été en conflit avec l'autorité scolaire. D'ailleurs, il a été notamment envoyé en pension en 70. Et finalement, l'année suivante, en fait, ses parents donc vont partir dans la banlieue de Melbourne, et donc va devenir demi-pensionnaire seulement, et va pouvoir en fait s'atteler à une nouvelle passion, le piano. Tout à fait.
Tout à fait, avec des inspirations musicales qui sont revendiquées par... alors le blues en fait partie, Le blues et Johnny Cash, le folklore américain, ouais. Ouais, le folklore américain. Johnny Cash fait partie vraiment une de ses grandes inspirations. Il faut d'ailleurs un duo avec lui plus tard. Et Leonard Cohen, quoi. Voilà, on est sur les deux, et plus d'autres artistes du folklore américain. C'est ça. Dont il reprendra la plupart de beaucoup de musique dans son album. Il a repris donc Johnny Cash. Hein, donc, il a repris de Johnny Cash, oui. Il a surtout été très content que Johnny Cash reprenne son Mercy Seat. C'est ça, oui. Et que on l'invite à participer à l'album American Records, ouais. Sur I'm So Lonesome I Could Cry, un classique du folklore américain. Exactement. Et voilà. Et donc en 73, c'est aussi un moment tournant dans sa vie, parce qu'au lycée Caulfield, en fait, il va faire la connaissance donc, de Mick Harvey, Tracy Pugh et Phil Calvert. Donc il va monter donc son premier groupe, The Boys Next Door, qui deviendra un petit peu plus tard The Birthday Party, donc qui est le groupe qui va développer, on va dire, qui va être en partie précurseur du mouvement post-punk dans l'Australie, et qui va un petit peu le faire remarquer au niveau national, et va développer bien évidemment après un groupe plus en solo, où il reviendra sur des projets un peu plus perso. Bien évidemment, c'est Nick Cave and the Bad Seeds. Tout à fait. Alors Mick Harvey, ça fait partie vraiment de la rencontre. Oui. D'ailleurs, Mick Harvey l'a accompagné jusque dans les années 2000. Le dernier album auquel il a participé, c'est Nocturama. Et donc c'est l'album juste avant Push the Sky Away qu'on a écouté les morceaux avec la bande-annonce de 20 000 jours sur Terre. Donc c'est vraiment un fidèle allié de Nick Cave. Et du coup, oui, comme tu dis, on est sur une musique très, très, très énervée, très punk pour Boys Next Door et les Birthday Party, avec vraiment des mecs qui y vont, quoi. Tu vois. Et on sent déjà ce qui va être primordial chez Nick Cave, c'est une énergie de dingue et un goût de l'absolu quand il est sur scène ou quand il fait ses morceaux, quoi. Qu'il quittera jamais, quoi, d'ailleurs. Même dans ses morceaux les plus apaisés aujourd'hui, il y a toujours cette tension-là, ce dynamisme qui existe. Et donc il a commencé en Australie et ensuite il arrive en Angleterre, et il l'a dit lui-même, on est arrivé pour faire du punk en Angleterre à l'époque où les gens étaient déjà passés au disco, quoi. C'est ça. Et donc ils se sont retrouvés comme bien emmerdés, quoi, tu vois. Et les Birthday Party ont un peu continué, mais c'était vraiment la mangroute. Et ensuite ils sont alors peut-être que je dis de la bêtise, je sais plus si je parle de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Bon, bref, il est allé à Berlin. Oui. Et à Berlin, c'est pareil, hein, très, très en retard, quoi. Et donc là, ils ont arrêté les Birthday Party et il est venu, comme tu dis, avec Nick Cave and the Bad Seeds, donc le nom donc, vraiment qui va être la tête pensante du groupe et pas seulement un membre, quoi, et qui va s'accompagner de différents artistes, et c'est là qu'il va commencer à débuter ses premières musiques à Berlin. Dès 84 en fait, parce que donc en fait Birthday Party s'est arrêté en 84 parce que Roland Howard et Nick Cave se foutent un petit peu sur la gueule à cause d'abus d'alcool et de drogue. Et en fait donc ça s'est séparé. En fait, donc Nick Cave a continué à bosser avec Mick Harvey, et notamment donc a bossé avec plusieurs membres de groupes d'ailleurs connus en Allemagne, notamment le guitariste du groupe Under the Neubotten. Je sais pas très bien le dire. Blixabargel, tout à fait. Qui rejoint les Bad Seeds, et c'est en 84 qu'ils font leur premier album ensemble, From Earth to Eternity. Et c'est là qu'ils vont être repérés par un cinéaste allemand. Et voilà, on va parler donc cinéma, parce que c'est finalement à partir donc des années 80 où on voit Nick Cave apparaître au cinéma, notamment grâce à Wim Wenders, et notamment donc son fameux Les ailes du désir. Tout à fait, qui est filmé comme on pourrait trouver un Nick Cave et The Bad Seeds à l'époque, quoi. Tu vois, donc on est à peu près à 1h30 de film, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais un bon moment, et donc on suit toujours les pérégrinations de l'ange Bruno Ganz. Et il va rentrer dans un club, quoi, un club allemand des années 80. Dans une cave, en fait, qui sert de salle de concert. Hein, voilà, ouais, tout à fait. Hein. Et sur scène, alors je sais plus l'autre groupe qui joue avant eux, mais bref, après il y a Nick Cave and the Bad Seeds qui arrive, et il se met à jouer From Earth to Eternity, qui est un de ses classiques, quoi, à Nick Cave, qui parle vraiment. Alors c'est une chanson qui est vraiment juste sur un mec qui habite l'étage d'en dessous d'une meuf dont il est fou amoureux, et il pète un plomb tout seul dans sa chambre. Voilà, le morceau dure 8 minutes.
minutes. Et c'est de la fureur, c'est de la furie, c'est de la passion absolue. Et d'ailleurs, le film, si je dis pas de bêtises, c'est la seule séquence qui est en couleur dans le film, qui est en noir et blanc complètement. Oui, c'est un film en noir et blanc et en fait, quasiment tout ce moment-là en fait est en couleur, à part le passage où en fait il y a les plans, tout premier plan avec je sais plus quel autre personnage, j'ai oublié le nom, où à un moment donné Nick Cave fait son introduction aussi, et passe en noir et blanc et puis après boum, la couleur est remis en place dans ce film. Juste pour ce morceau de concert et ensuite dans le film il enchaîne sur The Carney qui est aussi un morceau qu'il avait, alors ça c'est son album d'après, mais qui est hyper foire, hyper frix quoi, voilà. Ouais. Et en fait ce qui est assez drôle et assez représentatif en fait de ce que va être Nick Cave à la fois au cinéma mais aussi sur scène, toute cette séquence en fait représente, je trouve, à la perfection les qualités de showman et le rôle très habité qu'il a, et Sam Wenders en fait va pouvoir jouer un peu là-dessus et forcément va longuement collaborer avec lui par la suite. Ouais, complètement, on va le retrouver pas mal de fois, encore récemment, il a participé, alors je sais plus le nom du film parce que je l'ai pas vu, mais... Si loin si proche, notamment en 93, il a également donc apparu dans The Soul of a Man où il reprend du blues en 2003, et donc c'est surtout il a créé une musique pour Soul of a Man, c'est ça. Exactement, et donc c'était dans le film j'ai oublié le nom, Aaron Juarez, de Beaux Jours à Aaron Juarez, voilà. Où on le voit jouer Into My Arms au piano, quoi. Voilà, ou alors cette séquence est plutôt belle d'ailleurs, plutôt bien fichue en fait, parce que ça commence donc avec un plan sur le jukebox, donc en fait on pense que c'est un son forcément indirectement reçu de ce jukebox, et en fait la caméra fait un léger panoramique sur la droite et on découvre donc Nick Cave au piano, et en fait à partir de sa voix, on comprend qu'en fait c'est plus du live que du son enregistré via la sono. Via la sono, ouais, c'est très malin. Mais oui, c'est un des fidèles de Wim Wenders encore aujourd'hui, quoi. Et c'est en partie grâce à Wim Wenders que des gens ont pu écouter la musique de Nick Cave aussi à l'international, quoi, quand même. Puisque Les Ailes du Désir, Palme d'Or, je crois, Palme d'Or, Festival de Cannes, ou en tout cas il était présent à Cannes. Oui. Voilà. Non, Wim Wenders déjà dans les années 80, c'était un très gros nom du cinéma indépendant de manière générale, donc même du cinéma d'auteur, on va dire. Ouais, de la nouvelle vague allemande, voilà. Un de ses gros représentants, et donc voilà. Et comme tu dis, quoi, il capte très bien, en tout cas, l'énergie qu'a le groupe et qu'a Nick Cave, et surtout l'ambiance dans laquelle se produisait le groupe à l'époque, quoi. On était vraiment sur des salles de concert cachées dans la cave, et d'ailleurs, cache pas, ils sont tous complètement défoncés, quoi. Voilà. Oui, ça on peut le dire, hein, de toute manière. Mais c'est vrai qu'en fait, donc avec Les Ailes du Désir, ça va donc pousser forcément Nick Cave à se rapprocher du 7e art. On va donc le voir aussi apparaître avec d'autres membres, on va dire, importants du cinéma australien, qui va donc s'approcher avec lui, qui va donc collaborer longuement avec lui, notamment John Hillcoat, qui va donc même carrément coécrire le film Ghost of the Civil Dead, qui va lui-même réaliser, et Nick Cave interprété dedans dans le rôle de Maynard, film qui date de 88. Et c'est vrai qu'en fait on va le voir au fur et à mesure, il va vraiment collaborer avec plusieurs cinéastes assez marquant, on va dire, de sa génération, donc Hillcoat, mais aussi Andrew Dominik, avec qui il va faire notamment de nombreux documentaires, parce que forcément on est musicien, l'une des choses que l'on retient le plus au cinéma, c'est les documentaires musicaux. C'est les documentaires musicaux. Alors, comme tu dis, Nick Cave n'a pas que cette place-là. Il a été co-scénariste, effectivement. Et notamment pour, effectivement, le John Hillcoat, où il joue dedans dans un film de prison vraiment, vraiment âpre, quoi. Oui, c'est assez dur. C'est un film assez dur. C'est un film, en fait, qui critique beaucoup en fait le système du business pensionnaire australien, j'allais dire américain mais australien, parce que finalement c'est à peu près dans le même système, donc c'est on va dire dans un aspect très déshumanisant en fait, et qui forcément développe beaucoup la violence dans les prisons. Ouais, tout à fait. Et donc des documentaires musicaux, et puis surtout de plus en plus aujourd'hui des compositions pour les musiques de films, avec son nouvel acolyte, puisque Mick Harvey est parti des Bad Seeds en 2000, j'aurais plus la date, 2007 je crois, je dirais ça, 2008, et c'est 2005 que je dirais à peu près. Ouais, un peu après je pense, enfin bref, ça n'a pas d'importance. En tout cas, ce qui va être maintenant celui qui va devenir son gros bras droit, qui était déjà intervenu dès 96 avec les Murder Ballads, c'est Warren Ellis. Et Warren Ellis qui est un musicien fou, quoi, en gros on pourrait le qualifier comme ça, un peu, et avec sa barbe hirsute, et compose aussi pour la musique de film, et les deux vont de plus en plus, là on va en parler,
composé pour des BO, quoi. Et ouais, parce que finalement, on le voit énormément donc dans sa discographie avec Warren Ellis. Ça va donc forcément collaborer, comme je disais, notamment avec des gars comme John Hillcoat. Il va donc faire la compo donc de The Proposition, de The Road, de Lawless des Hommes sans loi, donc film avec Tom Hardy et Shia LaBeouf. Alors c'est vrai que The Proposition, lui, c'est un film encore un peu spécial parce que Nick Cave est également à l'écriture. Et donc on va les voir également après sur différents d'autres projets, parce que forcément ça va un peu plus s'exporter même aux États-Unis, avec notamment donc Comancheria de David Mackenzie, et on l'a encore vu récemment en 2017 avec War Machine de David Michaud, Wind River de Taylor Sheridan, ou encore le récemment Blonde de Andrew Dominik aussi, qui montre que la collaboration avec Nick Cave, elle se fait également par amour, mais aussi par on va dire attachement. Oui, tout à fait. Avec un style musical qui est reconnaissable très très vite dans les compositions qu'il fait pour les musiques de films. On a toujours Warren Ellis où son instrument quand même assez fétiche, c'est le violon, et on le retrouve très très souvent dans les BO, surtout dans les westerns dont tu viens de citer, et même dans Des Hommes sans loi aussi, le film français qui a été fait avec Viggo Mortensen et Reda Kateb, où on est après c'est une musique très 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 western qu'ils ont fait. Tu veux dire non pardon, non, pardon, c'est pas Des Hommes sans loi, c'est le... Non, pardon, c'est Loin des Hommes. Loin des Hommes, voilà. Oui, il y a des hommes. Qui se déroule en Algérie. Oui, tout à fait, voilà. Et assez ressemblant, mais voilà, on a toujours du piano et du violon qui sont, en tout cas, comme base. Après, il y a des choses qui font parfois plus éthérées, il y a peut-être du synthé, il y a des choses comme ça, mais en tout cas, c'est très reconnaissable comme musique, avec quelque chose de très lancinant qui vient nous amener encore ailleurs. Moi, je trouve que un de leurs pinacles de ces compositions, il y a Comancheria, quoi. Je trouve qu'ils ont vraiment atteint quelque chose de très très beau, en tout cas qui marche très très bien à l'écran avec les personnages et les intrigues qui sont en jeu, quoi. Mais voilà, c'est vraiment ce duo là, en plus de leur album des albums qu'ils font ensemble avec les Bad Seeds, qui sont sur la musique de film, quoi. Oui, d'ailleurs c'est vrai que on peut revenir un peu là-dessus, le dernier album Carnage, donc Nick Cave et Warren Ellis, on a l'impression qu'il y a pas mal de morceaux en fait qui sont un peu sortis on va dire de certaines soundtracks, en fait, qui étaient peut-être des morceaux en trop, ou qui ont été peut-être travaillés un petit peu comme ça là-dessus. Donc, peut-être il y a une telle variété dans certains de ces morceaux que ça fait forcément penser à ça, quoi. Ouais, complètement. Disons qu'ils fonctionnent beaucoup en recherche et en laboratoire. Les deux, ils s'installent dans un studio et ils essayent des trucs. Oui, quoi. C'est ça, ils s'enferment. Et puis voilà. Et d'ailleurs, c'est dans le docu One More Time with Feeling de Andrew Dominik où il y a cette séquence où Nick Cave parle vraiment de ça, qu'ils font en fait une recherche tous les deux, et ils atteignent vraiment un moment magnifique, et tout leur travail, ça va être de rechercher ce moment, quoi, de le retrouver, le moment de perfection. Voilà. Et c'est vrai que plus le temps avance et plus la frontière est assez fine en ce qu'ils font dans les musiques de films et leur album. C'est-à-dire que tu as raison, Carnage, il y a beaucoup de choses, donc leur dernier album à deux, il y a beaucoup de choses qui s'apparenteraient à de la musique de film, quoi. Il a même sorti les B-sides et Rarities de Nick Cave and the Bad Seeds il y a un an, et on retrouve des morceaux où ils chantent dessus. En fait, mais la musique, je l'ai déjà entendue. Ah bah oui, c'est la musique de Comancheria. Et en fait, elle avait déjà servi pour une chanson qui n'a pas servi. Et en même temps, on a Blonde d'Andrew Dominik, où il y a carrément, mais la plupart, c'est quand même des chutes de Ghostin, quoi, qui est l'album le dernier album qu'il a fait avec les Bad Seeds. Et dont Bright Horses qui revient dans le film. Mais en instrumental. Voilà. Et du coup, tout est un peu flouté, tout est un peu réutilisé. Enfin, voilà. En même temps, je crois que Nick Cave n'aurait jamais été aussi prolifique aujourd'hui s'il n'avait pas eu Warren Ellis avec lui, quoi. C'est un duo qui ne font que... C'est une énergie qui continue de tourner et qui ne fait que s'accentuer, quoi. Exactement, et à titre de comparaison, en fait, je trouve que c'est ça qui est plutôt bien aussi d'une certaine manière avec Nick Cave et Warren Ellis, c'est que leur travail de compo, en fait, on les reconnaît, c'est reconnaissable, c'est forcément, il y a une patte, il y a une certaine, on va dire un certain tampon à chaque fois à leur musique, mais qui correspond quand même surtout à chaque fois à les principes de mise en scène et à des univers qui sont forcément et totalement différents par rapport aux différents films où ils sont là-dessus. Et ça me fait forcément penser à des duos de compositeurs où on en voit de plus en plus qui sont de musiciens reconnus qui deviennent compositeurs, comme l'ont été donc Trent Reznor et Atticus Ross, qui pareil ont forcément leur patte de fabrique avec certains systèmes de synthétiseurs, de son numérique, et à retravailler là-dessus.
perçu par rapport à leur univers. Et comme on en parlera un petit peu après, un peu comme Reznor et Atticus Ross, Cave et Ellis arrivent parfaitement à se morfondre donc dans leur film et dans ce qu'ils représentent. Mais on va faire donc une petite pause BO, tout d'abord avec From Earth to Eternity, un morceau donc de Nick Cave qui apparaît donc dans Les Ailes du Désir. Et voilà, donc c'était issu du film carrément, Les Ailes du Désir, donc ce morceau est issu live, parce que c'est vrai que Nick Cave, donc on le voit en live, mais on le voit aussi beaucoup sous différentes façons, car au cinéma, comme on l'a dit, c'est un artiste multitâche, mais il est utilisé également par les réalisateurs de différentes façons. Alors c'est vrai que tout d'abord, on peut revenir donc sur les aspects documentaires, parce que comme tout bon musicien, de nombreux documentaires revient sur son travail. Donc on a notamment Road to God Knows Where, donc c'est un documentaire tourné durant les années 1989, durant sa tournée américaine, et réalisé donc par Uli Chappell, qui donc revient basiquement, on va dire, sur un aspect noir et blanc, donc sur sa tournée, mais c'est vrai que les plus importants, les plus intéressants sont forcément les plus récents, avec notamment This Much I Know to Be True, ou encore One More Time With Feeling, qui revient, qui est un docu qui revient en fait sur la compo de Skeleton Tree, comme tu disais, qui est assez hard, parce que ça revient donc notamment sur le deuil de son fils, donc c'est un moment aussi charnier, je dirais, dans sa carrière, parce que c'est peut-être l'album le plus émotionnel qu'il ait fait, et pourtant aussi l'un des plus dingues en termes de ressenti émotionnel aussi, d'une certaine manière. Il arrive à projeter ce qu'il ressent en fait. Ouais. Mais même dans le documentaire. Hein, complètement. Oui. Pas seulement par la musique. Hein. C'est-à-dire que à la base, One More Time With Feeling, donc Andrew Dominic, son pote australien, réalisateur de Jesse James entre autres, quoi. Enfin, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Voilà, comme ça on l'aurait dit en entier une fois. Il voulait déjà faire ce film sur l'enregistrement du nouvel album de Nick Cave and the Bad Seeds, qui suivait Push the Sky Away. Donc on est en 2015. Comme tu dis, l'événement tragique qui arrive, c'est que le fils de Nick Cave décède d'un accident de la route, et dans ce cas, et du coup la direction de l'album change complètement. Passe du tout au tout. Et donc on est sur du film en noir et blanc, filmé en noir et blanc et en 3D, voilà, quand même le dire, et qui va suivre à la fois le travail studio, mais surtout les errements de Nick Cave au milieu de tout ça, et au milieu de ce deuil qui traverse, et c'était un film qui n'est en aucun cas agréable à regarder pour les raisons que je viens de dire, mais qui est assez... on voit clairement en fait quelqu'un en train de souffrir. C'est ça aussi en fait. Disons qu'il est complètement perdu. Oui. Il le dit lui-même à un moment donné. Regardez-le en parlant de Warren Ellis. S'il n'était pas là, ce serait fini, quoi. Il pourrait plus rien faire, quoi. Et tu vois clairement que c'est Warren Ellis qui s'occupe vraiment de toute la construction du mixage, etc., de l'album, quoi. En tout cas, la structuration. Et donc il est complètement paumé. Le film est quand même assez intéressant, moi je trouve, parce qu'il garde quand même des choses qui restent profondément à qu'est-ce que c'est de fabriquer une musique, qu'est-ce que fait de fabriquer un album. Et puis surtout, on se rend compte rapidement que dans le discours de Nick Cave et tout, il va au-delà des préconçus qu'on peut avoir sur comment la souffrance peut créer l'art, quoi. Et très souvent, on entend Nick Cave dire, on dit souvent qu'on recherche tous des traumas pour pouvoir créer de l'art. Et il dit, mais en fait non, moi ce trauma-là que je traverse me bloque, je peux plus rien faire, en fait. Voilà. Et je trouve que le film est assez intéressant. Après, il y a quand même toute cette histoire d'immersion que cherche absolument Andrew Dominic, avec la 3D notamment. Le noir et blanc est absolument magnifique du film, ça, il y a vraiment... on peut pas reprocher à Andrew Dominic sa technique. Andrew Dominic, techniquement, a toujours été quelqu'un d'irréprochable, mais c'est un peu comme Blonde en film de fiction. Ouais, mais alors là où Blonde est plus puant et plus discutable, là, il reste quand même... Disons qu'il y a certaines fois, je trouve que le film d'Andrew Dominic, One More Time With Feeling, dépasse la ligne rouge que justement Nick Cave, dans ses paroles et surtout dans son album Skeleton Tree, ne dépasse jamais. Que malgré tout le drame et le tragique qu'on peut imaginer, Skeleton Tree est absolument pas un album larmoyant, quoi. Au contraire, et ce qui fait qu'il en est d'autant plus destructeur pour l'écoute, quoi. Je dirais qu'en fait Cave, par sa musique et ce que l'on peut voir notamment avec son documentaire One More Time With Feeling, c'est que la musique en fait permet de lui
redonner une certaine renaissance en fait. Il y a toujours une volonté de renaissance chez Nick Cave. Eh ben ça, je suis d'accord. Et mais avec ce documentaire, il y a une certaine façon de le voir en fait. Je suis d'accord, mais la renaissance, c'est pas dans le film là, et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est le deuxième, c'est This Much I Know to Be True, qui est aussi réalisé par Andrew Dominic et qui va s'attarder sur l'album qu'il a fait après, Ghostin. Ghostin, voilà, ça ne ment pas sur quel va être un peu le sujet de l'album, et Carnage, l'album qu'il a fait avec Warren Ellis. Et pour le coup, les deux sont vraiment complémentaires, puisque This Much I Know to Be True est non seulement en couleur, mais en plus vraiment lumineux comme film. Et alors c'est très marrant, le film commence avec Nick Cave qui est dans son atelier, il fait de la céramique et il fait l'histoire du démon avec la céramique, quoi, tu vois. Il est dans sa petite blouse, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, ok. Et ensuite, le film va surtout être un enchaînement des morceaux de Ghostin et de Carnage. Et là où je trouve le film quelque part plus réussi, même si moi m'avait un peu déçu parce que je m'attendais encore une fois à un documentaire sur la conception des musiques où c'est plus en fait Andrew Dominic qui filme les deux jouer leur musique. Mais une fois que tu acceptes ça, le film est assez remarquable parce que justement il essaye encore. Alors, on a du travelling circulaire autour d'eux, on a des effets de lumière, on a des machins, ça, le type s'éclate, mais il reste que c'est profondément les musiques et surtout les narrations que fait Nick Cave dans ces musiques-là qui restent centrales au film. Et je le trouve du coup beaucoup plus presque pudique que la réalisation de One More Time, quoi. Mais voilà, non, mais c'est vrai, c'est totalement ça. Et au-delà de ça, on a également un autre documentaire, celui dont on a parlé en introduction, donc 20 000 jours sur Terre, qui est, je trouve, l'un des plus intéressants, parce qu'en fait, c'est un film qui oscille entre docu et fiction, qui met donc en scène Nick Cave dans la vie de tous les jours, mais surtout également dans son travail de compositeur, et qui va jouer forcément stylistiquement là-dessus, et notamment aussi avec un petit peu le biais d'images d'archives. Et ça marche plutôt bien avec ce type de conception. Ouais, complètement. Alors ce qui est intéressant avec 20 000 jours sur Terre, c'est qu'il faut bien comprendre que Nick Cave est quelqu'un d'assez pudique, en tout cas qui a toujours refusé les interviews avec les journalistes, parce qu'il l'avait fait une fois dans les années 80, une interview. Pas très bien passé. Ça s'est pas passé, du coup il a fait un morceau qui s'appelle Scum, quoi, crachat en anglais, et qui est juste là pour défoncer du journaliste, enfin en tout cas cracher quoi, bref. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que maintenant où il en est là dans sa carrière, en tout cas en 2013, il accepte de faire un film sur lui, quoi. Qui n'est pas du tout, du coup, un documentaire qui va suivre une tournée, parce que ça, il en a déjà fait. Il y en a même sur YouTube qui traînent sur les albums No More Shall We Part, etc. Là on est vraiment au-delà de ça. En fait. Au-delà de ça, et ce qui est très intéressant, comme tu dis, c'est que ce n'est pas un documentaire et c'est pas une fiction non plus, c'est vraiment un truc entre les deux. Et c'est un film qui embrasse vraiment l'univers de Nick Cave, quoi. C'est ça. Et ça retravaille forcément aussi l'un des procédés intéressants de ce que l'on voyait déjà un petit peu dans les travaux de Dominic, c'est également le travail du processus créatif. Ouais, complètement, qui est beaucoup plus mis en avant dans 20 000 jours sur Terre. Donc on est sur l'enregistrement de Push the Sky Away, qui est un virage vraiment important dans sa carrière, dans sa discographie. Vraiment, le rock est de plus en plus loin. On va passer sur des choses beaucoup plus électroniques, beaucoup plus éthérées, en tout cas. Et le film fait vraiment part belle à la construction de ce morceau. C'est-à-dire qu'on a vraiment plusieurs séquences où on a un peu le squelette du morceau, ensuite on a une idée de la mélodie, et à la fin ça va toujours finir sur l'enregistrement. Et il y a comme un fil rouge en fait tout au long du film sur Jubilee Street notamment, qui au début on va avoir des petits prémices, un peu les paroles, ensuite on va avoir quelques mélodies, etc. Et jusqu'à la fin du film, fameuse conclusion qui revient c'est, sur ce morceau en concert, en live. Voilà. Et donc on a tout ce fil rouge, ce parcours-là, et du coup le film est complètement fictionnel là-dessus, puisque il imagine que tout se passe en une journée, que c'est le 20 000e jour sur Terre de Nick Cave, alors qu'on va pas se mentir, ça a pris des mois. Mais voilà, donc on va passer par des phases d'enregistrement de chansons, on va passer par des pérégrinations en voiture avec Kylie Minogue notamment, avec qui il a collaboré en 94 sur Murder Ballads. Ray Winstone, un acteur britannique aussi, qui est un ami de Nick Cave. Blick Sabargeld, qui vient refaire un coucou en voiture pour dire pourquoi il s'entendait plus. Et aussi forcément Warren Ellis qui est avec lui, Warren qui s'enferme et les avec... autres membres des Bad Seeds, pas Mick Harvey, mais il y a Jim Scalavicius, il y a... Bon, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, qui passe vraiment des périodes de travail à des périodes de pérégrination, et puis des
des discours de Nick Cave sur l'art, sur machin. Enfin, on boit ses paroles, quoi. On boit ses paroles parce que le film arrive à nous maintenir un rythme pendant 1h30, quoi. Et puis surtout, comme tu l'as dit en off, avec un vrai désir de cinéma dans la composition des plans. Ouais, il y a une vraie composition des plans, il y a un vrai travail. Par exemple, Nick Cave qui se lève tout simplement, ou à Nick Cave qui écrit sur sa machine à écrire. Mais le plan, stylistiquement, il est là en fait pour vraiment mettre en avant. Et puis par exemple, cette fameuse boîte, cette fameuse machine à écrire, elle est d'un bleu en fait tellement pétant qu'on le remarque à l'image. Il y a vraiment un travail stylistique sur les couleurs. Même son bureau aussi. est très cinématographique. Complètement. Voilà, et décoré de partout. C'est l'affiche du film d'ailleurs et qu'il a gardé. Exactement. Et puis il y a toujours ces idées que je trouve un peu rigolotes, quoi, comme quoi il y aurait une archive Nick Cave, tu vois, dans lequel il descend à la cave et puis on sort ses photos. Enfin, et qu'on revient sur son passé, etc. Où il analyse une photo d'un mec qui pisse sur scène. Enfin bref, il y a quand même beaucoup d'humour parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'humour dans le travail de Nick Cave, quoi. Oui, il y a de l'humour dans le travail de Nick Cave parce qu'en fait, il y a un certain amour aussi quand il veut parler de quelque chose de bien. Par exemple, il a fait une petite apparition dans un court-métrage où il fait la voix du narrateur dans The Cat Piano en 2009, où il parle donc de l'amour des chats. Et il refait également la même chose dans La vie extraordinaire de Louis Vane, où en fait, il est dans un petit caméo, où il joue le rôle en fait de H.G. Wells, qui était à l'époque à la radio, où donc il explique son admiration sur le peintre des chats qui était Louis Vane. Tout à fait. Ah, il essaye, mais on voilà, le retrouve de plus en plus dans des cartes, des endroits différents. C'est ça, parce qu'en fait, Nick Cave, donc pas seulement dans les documentaires, mais on le voit également physiquement dans certains films, pas seulement pour faire donc interpréter des morceaux en live, comme on le disait dans Les Ailes du désir, ou encore Les beaux jours d'Aaron Ruiz, donc de Wim Wenders, mais on le voit également des rôles forcément marqués par la musique. Par exemple, le simple troubadour que l'on voit dans l'assassinat de Jesse James. On le voit aussi également dans une espèce de musicien perdu, blond peroxydé avec Brad Pitt dans Johnny Suede. Et ce film que je ne trouve nulle part et que vraiment ça me ferait plaisir d'avoir en main un jour, quoi, parce que juste les photos, je dis mais quoi ? L'affiche est absolument merveilleuse. Si vous voulez vous amuser un petit peu, vous allez taper sur Google Johnny Suede et vous voyez l'affiche avec Brad Pitt qui a peut-être l'une des bananes les plus dingues que j'ai vues, des looks improbables. C'est un concours entre les deux sur la banane la plus improbable sur la tête. Surtout avec un blond peroxydé comme pas permis, quoi. Mais donc, ouais, du coup, il a également donc joué à H.G. Wells, il a joué dans The Cat Piano. C'est vrai qu'en fait, il a toujours eu des rôles très marquants forcément à la musique, mais pas forcément au-delà. Ça reste un homme très pudique, ça ne va pas jamais vraiment porter des rôles de composition. Je pense d'ailleurs, qu'il le réal de 20 000 jours sur Terre disait qu'il était bien meilleur quand il essayait pas de jouer dans le film. Bon, après, il parle de lui-même, donc c'est encore différent. C'est pas un acteur, de toute manière. C'est surtout un musicien, un compositeur. Et forcément, les musiques de Nick Cave, caractérisées par sa voix de baryton, il faut quand même le signaler, ses obsessions lyriques basées sur la mort, la religion, l'amour, la violence, forcément, c'est une évidence de le voir dans le cinéma. Oui, et en plus, que ses chansons sont très narratives à Nick Cave. La plupart racontent quand même des histoires, quoi. On l'écoutait avec From Earth to Eternity tout à l'heure, je l'ai dit, voilà, c'est vraiment quelque chose de très narratif sur un mec qui pète les plombs parce qu'il n'arrive pas, il entend une fille pleurer, il est amoureux d'elle au-dessus et il peut rien faire, quoi. Mais c'est quand même un artiste qui a fait un album Murder Ballads où chaque chanson c'est une histoire sur un meurtre, quoi, voilà. On est autour de ça, et puis plus le temps avance maintenant et moins ces chansons deviennent narratives, quoi. Il y a encore quelques, mais c'est surtout elles sont plus picturales que narratives. En tout cas, de simple fait que j'utilise ces mots-là, c'était assez évident qu'il soit amené pour travailler sur le cinéma, Nick Cave. Et sur la composition. Et sur la composition. Et quand même, c'est quelque chose qui se dessine, qui est assez clair. C'est quand on entend les BO de Nick Cave et de Warren Ellis, il y a déjà des paysages qui se dessinent très rapidement, quoi. L'un des meilleurs exemples, et bon là je vais peut-être spoiler un petit peu le tour de table de fin, mais c'est un des exemples que j'ai parmi tant d'autres, mais c'est, je trouve, l'introduction de The Road de John Lithgow absolument exemplaire et absolument magnifique, alors que c'est un film de fin du monde, c'est un film de désespoir, c'est un film où la couleur est terne, c'est moche, c'est aride. La musique de Nick Cave en introduction, elle est également très aride, elle est très c'est du frottement, elle est dans du frottement, violon, presque piano, et en fait elle se marie à la perfection avec la voix d'introduction faite par Viggo Mortensen qui explique cette fin du monde. Ouais. Et c'est là où on voit le vrai travail de compositeur, c'est celui qui se marie à perfection avec l'image et le son.
Ouais, oui, que la réflexion, mais c'est vrai que t'as raison que la voix de Viggo fonctionne très très bien avec cette musique. Mais complètement, ça aurait pu être vraiment le morceau complet avec la voix, mais en fait non, pas du tout, hein. C'est juste la composition a été faite par Nick Cave et Warren Ellis, ils n'ont pas mis la voix dessus, quoi. Complètement. Et c'est un choix du réal de mettre la voix de Viggo Mortensen dessus. Ouais, et ça fait partie entièrement de la réflexion sonore, de réception sonore, de tout ça, dans quel univers on va te montrer. Et comme des hommes sans loi, hein, je trouve ils sont très très forts pour dessiner tout de suite dans quelle ambiance on va être amené, et puis ils dessinent au même titre que la caméra, ils dessinent les paysages dans lesquels on va évoluer, quoi. Voilà. Dans celui-là, dans Loi des âmes, et puis même récemment, parce qu'on a quand même un Nick Cave qui a participé sur La Panthère des Neiges de Vincent Munier, qui a composé un morceau, qui a composé toute la VO avec Warren Ellis. Oui. Mais il a fait un morceau. Et il a fait un morceau spécialement pour le film à la fin. Ça. Mais en tout cas, on est encore sur des choses complètement plus lumineuses, quoi. Et d'un coup, la musique nous fait voyager autant, quoi. On est sur des BO qu'on peut écouter sans voir le film, et on saurait de quoi parle le film, en tout cas, dans quoi une comparaison on se projette. Composition et forcément musique aussi originale, parce que musique originale, il y a toujours forcément, c'est complet, donc il y a la voix, il y a tout le contexte musical derrière. C'est une chose qu'il a fait également aussi pour Wim Wenders, parce qu'il a écrit notamment donc Far Away So Close pour Si proche, si loin. Donc il a toujours en fait cet aspect de pas forcément volontairement se mettre en avant, mais il y a quand même toujours des morceaux où il est demandé en tant que Nick Cave and the Bad Seeds, et pas seulement Nick Cave et Warren Ellis, quoi. Et bien sûr, du coup je pense que tu voulais en venir à là aussi, et bon nombre de morceaux qu'on voit dans les films, qu'on entend dans les films. Exactement, et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que par exemple, un des morceaux les plus connus, c'est Right Hand, donc, qui a été utilisé dans Scream, qui est d'ailleurs je trouve absolument utilisé de absolument parfaite, et d'ailleurs c'est à mon sens, un des légers bons trucs qu'a fait Wes Craven dans cette série, c'était de montrer en fait cette paranoïa des habitants à travers cette musique. Right Hand, ouais, qui parle vraiment d'un mec qui est là, qui on peut trouver à tous les coins de rue, qui veut te proposer des trucs bien, mais qui en fait te veut du mal, quoi. Donc et paranoïaque à mort. Voilà, et qui est un morceau qui a d'ailleurs été réutilisé pour la série télé avec Peaky Blinders. Ouais, qui est surtout connu pour ça maintenant. Hein, d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est vrai que Nick Cave est également beaucoup utilisé dans les séries télé, notamment dans l'une des fins de True Detective saison 2 qui marchait très très bien là-dessus d'ailleurs aussi. Oui, exact. Et c'est vrai que voilà, il a toujours en fait une influence monumentale aussi, que ça soit dans le cinéma ou dans la petite lucarne. D'ailleurs, comme je regarde pas trop de séries, Peaky Blinders fait partie des nombreuses séries que j'ai pas vues, mais j'ai quand même pu écouter pas mal de morceaux de Nick Cave dedans. Oui. Et il y en a des excellentes. Donc Red Right Hand fait le titre, mais il a notamment une reprise de Avalanche de Leonard Cohen au piano, oui, c'est vrai, qui est bouleversante. Voilà. C'était le petit parenthèse. Mais effectivement, il y en a pas mal. Mais surtout qu'on retrouve ces musiques, ce qui est intéressant, dans des films complètement différents, quoi, Nick Cave. Ah voilà, je sais où tu veux en venir. Il y a plein d'exemples. C'est-à-dire que je me suis aperçu, avant que je devienne une véritable groupie de ce monsieur, que je l'avais déjà entendu dans Shrek 2, quoi, par exemple. Voilà. Nick Cave, en fait, c'est le genre de mec où des fois on n'a pas vraiment le visage dessus. Enfin, en tout cas, on va dire le spectateur lambda. Et en fait, sans vous rendre compte, vous connaissez déjà des morceaux de sa part. Oui, complètement. Et donc, il a été utilisé dans Shrek 2. People donc, Ain't No Good, voilà, tout à fait, pour de son album. Le côté un peu triste dans la situation, où du coup on voit le piano. De Capitaine Crochet, qui une demi-heure avant faisait du Tom Waits, maintenant il fait du Nick Cave au piano. Bon, cela dit, la BO de Shrek 2 reste encore une des plus quali aujourd'hui, quoi, mais voilà, pour dire le chagrin et le désespoir de Shrek, mettons du Nick Cave, hein, très bien. Et même Harry Potter et les reliques de la mort, qui a repris un morceau de Nick Cave, notamment le morceau Oh Children, où en fait cette scène où Harry et Hermione en fait sont dans une espèce de danse assez hésitante, il y a ce morceau qui met en place aussi on va dire ça emporte un peu l'univers derrière entre ces deux personnages, qui est au-delà au-delà de ce qu'on peut dire d'Harry Potter et des films. Cette scène est quand même très très belle, moi je trouve, parce que elle est dans un moment de parenthèse, quoi, dans le côté sombre de tout le film, dans quoi, les derniers, et désespéré. Et moi je trouve que c'est une parenthèse entre les deux, et cette danse qui s'octroie, je trouve que c'est assez beau. Et puis Oh Children est des plus belles musiques de Nick Cave, et est très très parlante par rapport à ce que le film raconte de cette jeune génération qu'on sacrifie, quoi, dans le film, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait Nick Cave, c'est un homme qui a une aura importante et très importante, et même au-delà
aspect-là surtout dans le cinéma, parce que finalement ces compositions de films se retrouvent également en fait dans d'autres œuvres. Celle de The Road dont je parlais, on l'entend également dans Mustang par exemple. Et donc, d'ailleurs Mustang, le réalisateur, va également faire appel à lui une autre fois après. Dennis Erguven, notamment dans Kings après. En 2017. Ouais, alors je crois que c'est surtout Warren Ellis pour Mustang que Nick Cave, il me semble. Non, il y a les deux. Il y a les deux. Il me semble que c'est surtout Warren Ellis qui a participé à Mustang, mais en tout cas, t'as raison qu'on réentend la musique qu'ils ont composée tous les deux pour La Route. Et je crois que je me demande s'il n'y a pas un Stéphane Brisé ou qui reprend une musique. Alors, si, exactement. Stéphane Brisé, pour être dans l'improbable jusqu'au bout. Quoi. Quelques heures de printemps, reprend également des morceaux issus de The Route. Donc, notamment quand Vincent Lindon est dans un bus, voilà, donc ça change de Viggo Mortensen dans un monde post-apocalyptique. Encore que. Pour le coup, donc, on va faire une petite pause BO. Donc, Right Hand, le morceau de Nick Cave que l'on entend notamment dans Scream. Et voilà, donc c'était Nick Cave encore et toujours, forcément. On n'a pas changé de programme. Et non, vous êtes sur cloche des enfers. Vous êtes sur 55 minutes de Nick Cave parce qu'on parle de Nick Cave au cinéma. Et donc on va enfin arriver à notre conclusion sur cette émission. Quelle séquence musicale ou non retenez-vous le plus avec Nick Cave au cinéma? Ou non. Retenez-vous ou non au plus au cinéma. Tu veux commencer? Je commence? Comment ça se passe? Allez, j'ai plusieurs exemples. Mais, moi aussi, donc c'est pour ça. Mais ouais, comme j'en ai parlé notamment, donc The Road de John Lithgow, c'est vrai que c'est un film, je trouve, de manière assez inégale, assez qui aurait pu aller beaucoup plus loin d'une certaine manière. D'ailleurs, le bouquin de Cormac McCarthy, je vous le conseille, il est absolument démentiel. Le film est d'une certaine manière bon, mais sans plus. Mais c'est vrai que le travail de Nick Cave dans ce film, je le trouve exemplaire. Et surtout, comme j'en ai déjà parlé, cette introduction qui est absolument merveilleuse, qui est absolument dingue pour poser une ambiance si particulière, si rare d'ailleurs dans un film post-apocalyptique au cinéma. Et pour le coup, je trouve que le travail de Nick Cave qu'il a fait avec Warren Ellis, parce qu'il faut toujours ne jamais oublier Warren Ellis, son compatriote dans ce genre de situation, est absolument vraiment, on va dire, plutôt balèze, on va dire, d'une certaine manière. J'essaie de retrouver les termes, mais voilà. Bon, ça c'est juste. Ouais. Mais ouais, alors notamment, forcément, il y en a un que j'avais envie d'en parler, mais on va en parler à la toute fin. Et un autre élément, parce que c'est un film qui est absolument pas connu du tout, et pourtant son réalisateur est connu, c'est Romance and Cigarettes de John Turturro. Il y a une magnifique séquence avec Kate Winslet sous l'eau, où en fait elle reprend donc Little Water Song, qu'il a coécrit, enfin qui co-chante avec j'ai oublié son nom. Little Water Song, je sais plus. Mais vraiment, c'est une des moins connues de Nick Cave. Voilà, j'ai pris un peu cet exemple-là. En fait, je trouve que cette séquence c'est superbe en fait, avec donc Kate Winslet qui se retrouve donc qui est vraiment sous l'eau et qui chante en fait comme si c'est un espèce de playback en fait, avec la musique qui est repris derrière en musique extra dégétique, et je le trouve absolument merveilleux. C'est vraiment une très très belle scène. Et c'est vrai que c'est un film qu'on connaît absolument pas, donc voilà. Deux choses un bon exemple que j'avais envie de présenter là-dessus. Eh ben, je retrouve pas avec qui c'est pas grave. Ça, tu vois, pardon, mais c'est parce que je me sens un peu vexé, quoi, de pas le savoir, tu vois. Mais je vais m'en remettre. Donc, à mon tour, moi, il y a plus. Alors, Nick Cave, cinéma, c'est plutôt sur ses BO de films avant de finir sur ce dont on veut parler. Et moi, le dernier gros coup de cœur que j'ai dans ses compositions, c'est Comancheria de David Mackenzie, où au-delà que je trouve le film vraiment très bon, quoi. En fait, il est quasiment fait pour faire du western, ou je dirais même du post-western, parce que The Proposition et Comancheria, c'est un peu ça, quoi. C'est exactement ça, et Comancheria encore plus, dans le sens où le film se passe de nos jours, et puis on est sur ces deux braqueurs qui vont voler les banques, mais des assurances qui ne le remboursent pas. Enfin, vraiment, avec Chris Pine et ah mince, très très bon acteur. On en oublie, plus. Je suis désolé pour lui. Bien évidemment, on est dans cette émission où on est dans l'approximation complètement. Pour plus de IMDb, voilà. Non. Non, mais bon, bref, et Jeff Bridges aussi. Voilà, Jeff Bridges qui joue le flic qui
qui va les poursuivre. Et je trouve que la musique, elle est à la fois hyper sombre, tendue et mélancolique en même temps. Enfin, elle est très très belle. Et il y a plein de moments où les images, ça s'embrasse tellement bien avec la musique et je pense que c'est une réunion d'astres. Oui, vas-y. Ben Foster. Ben Foster, voilà. Excuse-nous. Oui, tu es très bien en plus dans le film. Mais ils sont très bien les deux. Chris Pine qui est vraiment en fait l'acteur qui à la base on le voyait comme un espèce d'acteur qui va juste faire des comédies sentimentales ou 2-3 films d'action sans plus, qui était vraiment un peu la tête du nono américain blondinet, un peu comme l'a été Chris Evans à ses débuts. Et en fait, tous les deux, finalement, ont réussi à s'en sortir ailleurs que de faire des blockbusters. Ouais, complètement. Et il y a une réunion des astres sur ce film qui fait que tout fonctionne, et vraiment la musique de Nick Cave et Warren Ellis dessus est très 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 belle. Et ensuite, on a surtout envie de parler de ces films sur lui, quoi. Alors après, voilà, il y a quand même pas mal de séquences de This Much I Know to Be True où il interprète toute la séquence où il fait Hollywood, Ghostin. Si tu veux, allez, on peut partir sur Bright Horses que l'on entend dans Blonde. Ce morceau qui devient... elle est bien meilleure dans This Know I Much to Be True. Écoute, avec cette séquence très très Terrence Malick qui sort un peu de nulle part en fait. Et ça m'a un peu ça m'est pas sorti de mes gonds, mais là à un moment donné, quand je l'ai vu la première fois, je fais oh la vache, et il fait du Terrence Malick, Andrew Dominic, ça va absolument pas. C'est kitsch. Et puis moi, en fait, il y a un truc aussi, avec c'est que cet élément de suspension. Moi, en fait, le plan qui me marque le plus, c'est cet élément de suspension en fait, où on voit donc Adrien Brody et Ana de Armas heureux comme un couple. Pourtant qui est un couple jeune récent dans l'histoire, parce que dans la narrative, dans la chronologie, ils sont pas trop ensemble depuis longtemps, et c'est comme s'ils sont vraiment dans le meilleur des mondes. Et il y a ce plan face caméra où ils sont 4e mur, ils regardent le flic. C'était en mode Malik, mais pas trop quand même, les gars là. Pardon, mais en tout cas pour moi et n'importe qui a écouté Ghostin, moi tu mets pas des morceaux de Ghostin dans un film en fait, parce que c'est beaucoup trop bouleversant et beaucoup trop fort et beaucoup trop rattaché à la tentative de résurrection de Nick Cave face au deuil. Et là le foot, c'est lui qui a voulu aussi, mais à un moment donné je peux pas, quoi. Moi je peux pas. Et c'est dommage parce que avant j'avais écouté le thème qu'il avait fait pour Blonde, le thème principal, et je le trouvais assez beau, très bien, mais bon, le film est pas bon, il est pas bon, quoi. Voilà, faut se l'admettre. Et non, plutôt This Much I Know to Be True, voilà, où il y a vraiment des séquences où Andrew Dominic rend service, en tout cas s'éclate à filmer ces morceaux qui sont d'une intensité incroyable, quoi. Et puis il y a 20 000 jours sur Terre, mais là tu pourrais parler de toutes les séquences tellement je trouve. Après, je suis pas. Bon, spoil du coup qu'on n'avait pas dit en début d'émission, c'est une émission subjective, voilà, on avait dit l'inverse au début, mais disons que le 20 000 jours sur Terre, et au-delà du fait que j'adore l'artiste, c'est que c'est un film très malin, quoi, dans la manière d'aborder clairement. La musique, d'aborder la création musicale et d'aborder un film sur un artiste, en fait, tout simplement. C'est pas un biopic, c'est pas un documentaire musical, c'est un film sur Nick Cave, et je peux pas le décrire autrement, en fait. Oui, parce qu'en fait le film donc comme je disais de Ian Forsyth et Jane Pollard, c'est surtout en fait un film qui revient non pas sur une histoire totalement basique, c'est 24 heures dans la vie du musicien Nick Cave, mais c'est surtout en fait un film qui va vraiment à un aspect réflexif, de réflexion absolue sur le processus créatif, quoi. Complètement. Et il y a des séquences, moi il y a la fameuse séquence de Warren Ellis qui parle de comment il a récupéré le chewing-gum qu'a collé Nina Simone sous son piano après le concert, tout en mangeant des anguilles. Voilà, il y a quand même des trucs assez savoureux. Et il y a 2 séquences musicales que je trouve formidables. C'est l'enregistrement de Higgs Boson Blues, où vraiment le morceau est formidable, mais le film reste vraiment au niveau d'un filmant en montage chaque musicien et la manière dont il s'écoute, dont il joue, le trip il prend complètement. Mais c'est surtout la séquence finale, donc Jubilee Street, où on a vraiment un aspect... le pinacle en fait de ce documentaire en fait a vraiment réussi à élever jusqu'à la fin en fait pour découvrir ce morceau en live, donc au Sydney Hall, avec un jeune chœur de public qui en plus accompagne la musique, qui est absolument merveilleuse, accompagné d'images d'archives et qui marche tellement bien en fait dans sa corrélation narrative et également colorimétrique.
Ouais, alors complètement. Et puis juste pour dire, ça va mettre en valeur ce qu'on dit sur le film. Juste pour dire à quel point cette dernière séquence est complètement dingue, c'est que il filme les réals sous plusieurs plans. Nick Cave faire Jubilee Street, donc à l'heure où a été tourné le film, en live, et mélangé par des images d'archives de lui en scène sur scène, quoi, en live, mais d'avant. Bref, je sais pas si je suis très clair, mais le fait est qu'ils mélangent des images d'aujourd'hui et d'époque, et ils arrivent à parfaitement cadrer pour que quand l'image d'archive passe, ce soit exactement le même plan, et que Nick Cave soit un même mouvement. C'est-à-dire que Nick Cave aujourd'hui lève les mains et il reprend un plan où il baisse les bras. Enfin, là, c'est tout conduit comme ça, mais il y a des trucs où le travail et le temps de malade qu'ils ont dû faire. Ce que j'allais dire, l'archiviste derrière est mort. Mais ça y est, il est terminé, quoi, tu vois. Pour commencer, et sachant que c'est en live, donc ils ont pas le droit à plusieurs prises, quoi, tu vois. Et donc voilà, c'est pour vous dire juste le niveau d'exigence de ce film, quoi. Voilà, on vous le conseille bien évidemment, absolument, si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie de Nick Cave, 20 000 jours sur Terre, et même au-delà, parce que finalement c'est un vrai film sur le processus créatif. Merci Sébastien pour cette émission. On se termine forcément donc avec un morceau issu de Jubilee Street, issu de la fin du film. Merci à la régie, et on revient donc la semaine prochaine. Ciao tout le monde. RCN, www.rcn-radio.org